Bien sûr, tout le monde parle du panafricanisme. La seule chose que l'on doit se poser comme question est de savoir c'est quoi le panafricanisme. Nous entendons partout dans le média, l'on ne parle que du panafricanisme. Aujourd'hui, tout le monde est devenu panafricaniste et parfois ça prête à confusion. L'on ne sait pas si panafricanisme est devenu un slogan pour vendre des produits ou des idées parfois farfelues, ou alors le panafricanisme représente quelque chose pour les continents africains en particulier et le monde noir en général. C'est quoi le panafricanisme? Quelle est l'utilité du panafricanisme aujourd'hui pour ceux qui en parlent, aussi bien pour ceux pour lesquels on en parle? Ces paradoxes qui caractérisent ce continent africain, à la fois comme l'un des continents les plus pauvres sur le plan économique et sur le plan social, une population paupérisée, mais surtout les continents les plus riches quand on regarde au sol et au sous-sol. Disons d'abord ce qui n'est pas le panafricanisme avant de comprendre ce que nous entendons par panafricanisme. Déjà, il faut savoir que le panafricanisme est tout sauf un paravent qu'utilisent certains pour éviter les drames sociaux qui constituent les lots de tous les Africains. Beaucoup utilisent le panafricanisme comme un slogan pour vendre des illusions ou alors pour s'effrayer un chemin sous le soleil. Le panafricanisme, donc, n'est pas un prétexte pour justifier l'injustifiable. Parce qu'au nom du panafricanisme, l'on voit beaucoup défendre les bilans, certes négatifs, de certains chefs d'État et inculpent l'Occident de tout le malheur de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que le panafricanisme n'est que ce prétexte-là qui cache l'incapacité des dirigeants africains à prendre à bras le corps les problèmes de leur pays ou à émettre des politiques visionnaires pour le développement de leur peuple? Non, le panafricanisme n'est pas un prétexte. Le panafricanisme est un idéal de combat, un idéal d'émancipation, mais surtout un idéal identitaire. Lorsque nous repartons aux Amériques, puisque le panafricanisme vient de là, lorsque nous regardons ce qu'a été la condition des Noirs dans les Amériques, dans les Caraïbes ou ailleurs, vous allez constater qu'il y avait trois choses. Premièrement, vous avez en face de vous un peuple dont l'humanité est remise en cause, puisque l'homme noir n'était ni moins ni plus qu'un bien meuble, donc un gibier soumis à l'abattoir. Le panafricanisme dans ce contexte particulier, où il y a en face un peuple qui brime le droit d'un autre peuple, le panafricanisme devient donc non pas un repli identitaire, mais plutôt un idéal d'affirmation de soi vis-à-vis de l'autre. En l'occurrence, le peuple noir qui s'est vu chosifié, esclavagisé, soumis à des travaux forcés pour enrichir les maîtres. Et ces noirs-là n'avaient pas un autre repli, sinon que celui de s'affirmer à travers une lutte ou sinon une vision d'émancipation que l'on a identifiée au terme de panafricanisme. Un terme évocateur parce que panafricanisme évoque en même temps cette dynamique sur le plan universel. Parce que la condition des Noirs était pareille sur l'ensemble de la planète. Ceux qui sont restés en Afrique étaient victimes de l'esclavage. Ceux qui étaient dans les Amériques étaient victimes de la discrimination, de la ségrégation et donc de tous les concepts visant à lui dénier le droit de s'affirmer en tant qu'individu, en tant que peuple ou en tant que citoyen du monde. Donc le panafricanisme, vu de ce point de vue, devient le combat d'une affirmation, l'affirmation de l'identité d'un peuple. Puisque cet Africain-là, ce Noir qui s'est vu dénigré, qui s'est vu, n'est-ce pas, soumis à toutes ces corvées, avait une histoire,
avait une culture, avait un passé. Lorsque nous regardons dans l'histoire, vous allez constater que ces Noirs-là provenaient de l'Égypte antique. Et quand on parle de l'Égypte antique, c'était non seulement les berceaux de la civilisation, mais c'était surtout les berceaux de la science, des mathématiques, de la culture, donc des valeurs universelles qui ont porté, n'est-ce pas, ce monde à l'éclosion, au développement et à l'émancipation de l'humanité. À ce moment-là, le panafricanisme était incarné par des grandes figures comme le Marcus Garvey, il y avait les Webb Du Bois, il y avait le Martin Luther King qui sont venus après et qui ont incarné ces combats qui a pris la forme de la lutte en faveur des droits civiques des minorités brimées, des minorités agressées, des minorités exclues. Il n'y avait pas que de noirs dans ces combats. Voilà pourquoi il y a lieu de parler du panafricanisme comme étant un concept universel. Le panafricanisme sert à quoi? Est-ce le panafricanisme n'est bon que pour meubler les plateaux de certaines chaînes de télévision qui se sont spécialisées dans les thématiques panafricanistes? Est-ce que le panafricanisme, c'est juste une idéologie qui regroupe l'ensemble de ces populations qui sont venues du Sud et qui se revendiquent de la culture égyptienne? Ou alors le panafricanisme est autre chose que ce que l'on nous fait croire dans le média? Alors, quelle est donc l'utilité du panafricanisme? Pour comprendre l'essence du panafricanisme aujourd'hui, il faut interroger ce qu'a apporté donc l'utilité du panafricanisme dans l'histoire de l'homme noir, dans l'histoire de la construction du monde, mais aussi dans l'histoire des États africains. À travers cette lutte de la libération du continent africain, nous voyons toute l'utilité du panafricanisme en tant que concept d'émancipation du peuple, mais surtout en tant qu'idéal de paix, d'affirmation de soi et de reconquête de sa dignité perdue. Le panafricanisme a été important pour ouvrir les yeux des Africains en particulier et du monde en général. Souvenez-vous que lorsque Martin Luther King investit au Washington DC pour prononcer un discours porteur qui constitue les refrains de tous les panafricanistes du monde entier, mais surtout les refrains de tous ceux qui militent en faveur des droits civiques. Lorsqu'il a dit « I have a dream », voyez-vous, il y a un rêve de cohabitation et d'émancipation du peuple. Nous n'acceptons pas que dans une même planète ou dans une communauté vivante, qu'une autre race prétende dominer sur une autre, ou une autre communauté puisse prétendre à une supériorité présumée ou à une infériorité congénitale de l'autre race, alors que dans les veines de toutes les races sur la terre coule le même sang rouge. L'histoire nous enseigne que les Thalès de Milet, les Pythagore, les Socrate, le Platon, tous ont eu d'une manière ou d'une autre une influence égyptienne dans leur constitution intellectuelle. Ils ont eu directement ou indirectement des maîtres qui sortaient directement de l'Égypte, qui étaient des savants égyptiens et qui indubitablement étaient des Noirs. Donc, l'utilité du panafricanisme, c'est d'abord de nous faire prendre conscience de notre humanité. L'utilité du panafricanisme, c'est de nous ramener dans notre histoire, dans notre passé. Sans le panafricanisme, peut-être que la colonisation se serait perpétuée au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Sans le combat panafricain, peut-être que nous n'aurions pas des États indépendants, même si cette indépendance demeure fictive. Sans la lutte panafricaine, l'Amérique, les États-Unis, qui constituent la première puissance mondiale, n'auraient pas, n'est-ce pas, connu toutes ces valeurs en termes de cohabitation pacifique, en termes d'égalité des chances, en termes du respect de la vie, si la lutte panafricaine n'avait pas eu lieu sur le sol américain. À quoi nous sert donc
le panafricanisme pour nous, Africains? Puisque nous savons qu'aux États-Unis d'Amérique, récemment, il y a eu un président noir à la tête des États-Unis. Je dis bien noir à la tête des États-Unis. C'est les fruits du combat de Martin Luther King. C'est les fruits du combat de Malcolm X que nous avons aujourd'hui des généraux noirs, nous avons des ministres noirs, des députés noirs aux États-Unis d'Amérique. Malgré la persistance de la ségrégation dans beaucoup de pans de la société américaine. Il ne faut pas se leurrer parce que panafricanisme et lutte pour l'émancipation de l'Afrique se confondent en une seule idéologie, même si les paramètres peuvent les dissocier de manière tangible. Le panafricanisme n'a pas d'icônes vivantes qui sont restés au pouvoir et qui ont transformé leur pays sur le plan institutionnel pour que ces pays puissent être indépendants vis-à-vis des institutions internationales. Je ne vais pas citer les noms que certains médias nous avancent comme étant panafricanistes parce que dans la réalité, ils ne le sont pas et ils ne le sont jamais devenus. Ils utilisent le panafricanisme comme un slogan pour, n'est-ce pas, se faire allier une partie de l'opinion publique africaine et internationale. Mais dans le fait, ils sont loin d'être panafricanistes parce que non seulement ils violent les droits fondamentaux de leur peuple, non seulement qu'ils violent les libertés individuelles de leurs concitoyens, non seulement qu'ils musellent l'opposition démocratique dans leur pays, non seulement qu'ils procèdent à des arrestations arbitraires contre le droit à la liberté d'opinion, mais ces figures que l'on nous présente abusivement comme étant panafricanistes ne le sont pas, parce que simplement, ils n'ont pas à la base l'esprit d'affranchissement, d'émancipation intégrale de l'individu. Ils se mettent au centre de l'exercice de leur pouvoir et écartent tous ceux qui sont susceptibles de contredire ou d'apporter une idée contraire à leur orientation. Le panafricanisme est-il d'actualité? Si oui, comment se fait-on que l'Union africaine peine aujourd'hui à défendre valablement le continent africain? Comment se fait-il que l'Union africaine, qui est censée être l'institution panafricaine par excellence, n'arrive pas à stabiliser les rapports entre ses États membres et à influencer les dirigeants politiques de ces continents à jouer en faveur du développement de leur peuple? L'Union africaine est restée une coquille vide. L'Union africaine n'a aucune influence vis-à-vis des États membres, mais aucune autonomie vis-à-vis des institutions extérieures. Nous savons que l'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne et donc dépend du point de vue des décideurs de l'Union européenne. Sous cet angle, l'Union africaine ne peut pas jouer pleinement son rôle en tant qu'institution de référence pour accompagner une transition panafricaine du continent africain et amener ces pays membres à une forme d'autodéveloppement, donc d'une autonomie réelle sur le plan politique, économique et culturel. Il est donc évident que, vu sous cet angle, un débat panafricain authentique doit être mené à la base pour répondre sérieusement à toutes ces questions. Quelle est l'utilité dans les contextes actuels du panafricanisme eu égard à la réalité de nos États? Aujourd'hui, les pays africains peinent à parler le même langage vis-à-vis des institutions internationales. Aujourd'hui, les pays africains peinent à marcher d'un seul pas vis-à-vis des grandes décisions auxquelles aspire le continent africain. Par exemple, sur la question du franc CFA, les pays africains sont divisés. L'institution ouest-africaine a décidé de créer sa propre monnaie jusqu'aujourd'hui. Où en sommes-nous? Il n'y a rien qui se profile à l'horizon pour nous dire que d'ici 5 ans, 10 ans, cette monnaie sera d'actualité.
Pendant ce temps, l'Afrique centrale n'arrive pas à se décider s'il faut, oui ou non, abandonner le franc CFA, s'il faut procéder à la création d'une autre zone monétaire. Les chefs d'État africains, surtout ceux de l'Afrique centrale, n'arrivent pas à se prononcer. Puis, la guerre en Ukraine entraîne déjà une flambée des prix, parce que la plupart des pays dépendent du blé ukrainien ou du pétrole russe ou du gaz russe. Alors, ça entraîne une flambée des prix sur les marchés. L'Afrique subit. Et donc, l'Afrique n'arrive pas à prendre des décisions pour pouvoir protéger ses populations. Parce que simplement, politiquement, l'Afrique est encore dépendante de l'extérieur. Économiquement, nous avons des économies exsangues, avec une dépendance accrue à l'exploitation des matières premières. Il faut que les Africains se réveillent, et donc il est temps que nous puissions mettre sur la table la problématique du panafricanisme et interroger le chef d'État, les parlements, les grandes sphères de décision pour qu'ensemble nous puissions nous décider de l'avenir de ce continent si riche et béni de Dieu. En fin de compte, le panafricanisme demeurera aussi longtemps que possible un vain mot si le panafricanisme ne passe pas par une phase de transmutation, passant de l'idéal à l'idéologie. Ce qui fait la force du capitalisme, c'est qu'à la base, c'est une inspiration à la sortie de la pauvreté qui caractérisait encore l'Europe à ce XVIIe siècle ou au Moyen-Âge. L'Occident a transformé cet idéal en une aspiration et de l'aspiration en une idéologie de prédation du monde. Il faut à tout prix faire sortir l'Europe de l'esclavage, de la pauvreté, et donc, même s'il faut piller les ressources des autres pour s'enrichir, il le ferait. C'est cela, la mutation du capital, de l'idéal en idéologie. Donc, aussi longtemps que le panafricanisme restera un idéal, nous serions encore en train de chanter dans le chant des délais. L'Afrique doit se libérer. Nous serions encore en train de garder dans notre esprit ce que l'Occident a fait subir à nos chefs d'État. Nous citerions encore les Lumumba. Nous parlerions encore de Thomas Sankara. Nous parlerons encore de tous ceux qui ont été victimes. Oui, le panafricanisme doit passer de l'idéal à l'idéologie. Et pour passer de l'idéal à l'idéologie, il faut une élite panafricaniste visionnaire. Là, nous faisons la différence entre le panafricanisme victimaire et le panafricanisme visionnaire. Et nous allons faire la différence entre le panafricanisme sectoriel et le panafricanisme universel. Le panafricanisme victimaire, c'est le panafricanisme que portent beaucoup de soi-disant panafricanistes et qui ferment les yeux sciemment sur l'incapacité des chefs d'État africains à mieux diriger leur pays et qui accusent l'Occident d'être la base de tout le malheur du continent africain. C'est vrai que le panafricanisme victimaire est une forme de cécité, une anomalie intellectuelle fonctionnelle et caractéristique de certaines élites qui ont besoin de se frayer un chemin à l'ombre de ceux qui profitent du gâteau commun que représente le pouvoir. Le panafricanisme visionnaire, par contre, voit dans l'œil de l'Occident toute la responsabilité de la décimation des autres, toute la responsabilité de l'exportation de la criminalité. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, l'esclavage, la colonisation et toutes les autres formes étaient l'exportation de la criminalité et de la barbarie internationale. Mais le panafricanisme visionnaire interroge aussi la complicité des chefs d'État africains qui, pour la plupart, ont signé des accords léonins, même si certains justifient ce fait par une imposition, mais nous pensons que dans une dynamique de combat, lorsqu'on peut militer pour une idéologie qui décime votre propre peuple,
peu importe que cela soit par la force ou de manière pacifique, cela constitue un acte de trahison. Les Lumumba auraient pu accepter de soumettre le Congo sous tutelle des Nations Unies lorsqu'il lui a été imposé par la communauté internationale. Il a préféré aller à la mort tout en gardant sa dignité de panafricaniste et d'Africain libre et fier de l'être. Thomas Sankara aurait pu, n'est-ce pas, récidiver et accepter l'imposition de la France, de Mitterrand, pour pouvoir renoncer à la lutte de l'émancipation de son peuple. Mais il a continué jusqu'au bout à incarner cette aspiration jusqu'au prix de sa vie. Donc nous pensons qu'il n'est plus temps de justifier ceux qui se pérennisent au pouvoir et qui continuent de servir les intérêts de l'Occident au détriment des intérêts de leur peuple. Mais enfin, qu'en est-il donc du panafricanisme visionnaire? Le panafricanisme visionnaire tient en compte l'histoire du monde dans sa globalité, tout en s'appuyant sur la réalité africaine de la constitution du monde. Nous ne sommes pas seulement les greniers de l'humanité dans la mesure où l'Afrique produit l'essentiel, sinon une grande partie de tout ce qui constitue les flux économiques du monde, en termes de ressources, en termes du sol et du sous-sol. Tout ce que nous produisons alimente le marché mondial. Même si nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas, ce qui justifie d'ailleurs l'état actuel du continent africain. Le panafricanisme visionnaire tient compte des repères africains dans la définition du monde. Nous savons qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique de l'Égypte. Beaucoup y sont allés aussi loin jusqu'à dénier la négrité de l'Égypte dans les pages de l'histoire, prétextant qu'une civilisation venant de l'Atlantide, une île imaginaire, serait à l'origine de la civilisation égyptienne. Ce qui est farfelu. Lorsque nous regardons les monuments égyptiens, nous constatons bien que c'était une symbolique représentant une race bien définie qui est encore vivante sur la terre, en l'occurrence la race noire. Si le panafricanisme visionnaire ne devient pas le ciment pour construire une Afrique nouvelle, les générations futures seront plus dépendantes que les générations actuelles et seront certainement plus malheureuses que les générations actuelles. Il faut que tous les parlements du monde, en commençant par l'Union africaine, qui est l'institution de référence, puissent adopter les projets panafricains comme la base d'une construction de l'autonomie réelle, à la fois du continent africain, mais aussi une affirmation universelle de peuplement qui habite ce continent. C'est un crime que d'être un peuple assis sur un sol aussi riche et d'être parmi les plus malheureux du globe. Cela accuse l'incapacité de l'élite à valoriser toutes ces richesses pour pouvoir les redistribuer et créer le bonheur pour tous. Il est donc temps de rassembler toutes nos forces pour que demain, l'Afrique puisse être autogouvernée, autofinancée et alors autodéterminée.